Les lumières de Paris scintillaient comme des diamants sur velours noir, mais Mathieu Delacour ne les voyait plus. Assis dans son bureau, au 22e étage de la tour Delacour Industries, il contemplait la ville avec la même indifférence qu'il réservait à tout le reste. 35 ans, costume sur mesure de Savile Row, montre suisse qui valait plus qu'une voiture de luxe, et pourtant, quelque chose en lui était définitivement brisé. Monsieur Delacour ne reçoit personne après 18 heures, répétait sa secrétaire, Madame Rivière, aux visiteurs importuns. Ce qu'elle ne disait jamais, c'est qu'il ne recevait personne du tout. Pas vraiment. Dans les couloirs feutrés de la rue du Faubourg Saint-Honoré, les rumeurs circulaient comme des murmures d'église. « Il n'aime pas les femmes », chuchotaient les employés. « C'est un homme de glace », ajoutaient les cadres masculins avec un mélange d'envie et de pitié. Certains parlaient d'une blessure du passé, d'autres d'une nature simplement froide. La vérité était plus complexe, mais Mathieu laissait courir. Mieux valait être craint qu'analysé. Ce soir-là, comme tous les autres, il travaillait seul. Les chiffres dansaient sur son écran. Bénéfices en hausse, acquisitions stratégiques, expansion internationale. Delacour Industries prospérait sous sa direction. Un empire bâti sur la précision et l'excellence. Son père, Henri Delacour, avait créé l'entreprise dans les années 70. Mais c'était Mathieu qui l'avait transformé en géant du luxe français. Le silence était son compagnon fidèle. Pas de conversation inutile, pas de sourire forcé, pas de ces petits jeux de séduction qui empoisonnaient les relations professionnelles. Il dirigeait d'une main de fer, récompensait la compétence, sanctionnait l'incompétence. Simple, efficace, solitaire. À 22 heures précises, il éteignit son ordinateur. Demain, conseil d'administration, présentation des résultats trimestriels. Encore une journée où il devrait jouer le rôle du PDG parfait, celui qui avait tout réussi, sauf sa vie personnelle. En traversant l'open space désert, ses pas résonnaient sur le marbre italien. Les bureaux étaient impeccables, les surfaces nettoyées à la perfection. L'équipe de nettoyage faisait du bon travail. Il l'avait remarqué sans y prêter vraiment attention. Détail parmi tant d'autres dans la machinerie bien huilée de son entreprise. Dans l'ascenseur qui descendait vers le parking privé, Mathieu vérifia ses messages. Sa mère, Colette Delacour, l'invitait à dîner dimanche. « Nous devons parler de ton avenir », avait-elle écrit. Il connaissait la musique. Mariage, héritier, respectabilité sociale. Les mêmes conversations depuis des années, les mêmes femmes convenables qu'elle lui présentait régulièrement. Des héritières, des avocates, des femmes d'affaires, toutes parfaites sur le papier, toutes incapables d'éveiller en lui la moindre étincelle. Sa Bentley l'attendait, silencieuse et majestueuse. Le chauffeur, Pierre, avait cessé depuis longtemps de lui proposer la conversation. Un signe de tête polie, la portière ouverte, et Mathieu disparaissait dans le cuir noir de la banquette arrière. Pendant le trajet vers son appartement du 16e arrondissement, il repensa à cette journée comme à toutes les autres. Réunions stratégiques, décisions importantes, profits en croissance, tout fonctionnait parfaitement. Alors pourquoi cette sensation de vide persistait-elle? Peut-être était-ce l'héritage de son père. Henri Delacour avait été fougueux, passionné, capable de risquer l'empire familial pour une femme qui n'était pas de leur monde. L'histoire s'était mal terminée, divorce fracassant, scandale public, quasi-banqueroute évitée de justesse. Mathieu avait juré de ne jamais commettre les mêmes erreurs. La passion était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Nous arrivons, monsieur », annonça Pierre en s'engageant dans l'avenue Foch. Les immeubles haussmanniens défilaient dans la nuit parisienne, témoins silencieux d'une époque où les sentiments avaient leur place dans la société. Une époque révolue, pensait Mathieu. Son appartement de 300 mètres carrés l'accueillait dans un silence feutré. Mobilier design, œuvres d'art contemporain, vue imprenable sur le bois de Boulogne. Tout était parfait, organisé, vide d'émotion. Il se servit un verre de Macallan 25 ans et s'installa dans son fauteuil préféré, face à la baie vitrée. Paris s'endormait lentement. Dans quelques heures, la ville s'éveillerait, et avec elle, des milliers de vies, d'espoirs, de rêves, des gens ordinaires qui osaient aimer, souffrir, espérer, des gens comme ils n'étaient plus depuis longtemps.
Sans le savoir, à des kilomètres de là, dans un petit studio de Montreuil, une jeune femme aux yeux noisettes préparait son uniforme bleu pour sa première journée de travail chez Delacour Industries. Elle s'appelait Élise Moreau, elle venait d'un village d'Auvergne, et elle allait changer la vie de l'homme qui pensait ne plus pouvoir être changé. Mais cela, ni lui ni elle ne pouvaient l'imaginer cette nuit-là. Le train régional cahota une dernière fois avant de s'immobiliser en gare d'Austerlitz. Élise Moreau serra plus fort l'anse de son sac à dos élimé et regarda par la fenêtre les quais grouillants de voyageurs pressés. Paris, enfin, 28 ans, et c'était la première fois qu'elle quittait l'Auvergne pour plus de quelques jours. Saint-Flour, son village natal de 3000 âmes, lui semblait soudain appartenir à une autre vie. Une vie où elle servait des cafés au bistrot de Marcel, où elle connaissait chaque visage, chaque histoire, chaque secret. Une vie qui ne suffisait plus à payer les médicaments de sa mère. « Maman, je trouverai du travail, je te le promets », avait-elle murmuré avant de partir, en embrassant le front pâle de Brigitte Moreau. La sclérose en plaques progressait, et les traitements coûtaient une fortune. Les aides sociales ne suffisaient plus. Il fallait partir, gagner plus, envoyer de l'argent. Il n'y avait pas d'autre choix. Élise descendit du train avec sa valise cabossée, celle que son père utilisait autrefois pour ses déplacements commerciaux. Jean-Claude Moreau avait été représentant en produits laitiers jusqu'à sa mort dans un accident de voiture, quand Élise avait 16 ans. Depuis, elle s'occupait de sa mère et enchaînait les petits boulots. Serveuse, aide à domicile, assistante dans une pharmacie, elle avait tout fait avec le sourire et la dignité que ses parents lui avaient enseignés. Le métro l'impressionna par sa vitesse et sa complexité. Direction Montreuil, ligne 9. L'agence d'intérim lui avait trouvé un studio de 22 mètres carrés dans ce qu'ils appelaient pudiquement la proche banlieue. 700 € par mois, charges comprises. Une fortune pour elle, une misère pour Paris. Entreprise de propreté éclat, avait expliqué Madame Durand de l'agence. Ils cherchent du personnel fiable pour nettoyer des bureaux. Travail de nuit, salaire décent. Vous commencez lundi. Travail de nuit. Élise n'avait jamais travaillé la nuit, mais elle s'adapterait. Elle s'adaptait toujours. C'était peut-être son seul vrai talent. Survivre, s'adapter, continuer malgré tout. Son studio se trouvait au 5e étage, sans ascenseur, d'un immeuble des années 70. La cage d'escalier sentait l'eau de javel et la friture. Pas de quoi effrayer une fille qui avait grandi dans les odeurs de fromage et de foin. Elle tourna la clé dans la serrure et découvrit son nouveau chez elle. 22 mètres carrés. Un coin cuisine avec 2 plaques électriques, une salle de bain grande comme un placard, un lit, une place, une table pliante, une chaise. La fenêtre donnait sur une cour intérieure bruyante où s'entassèrent les poubelles. Ce n'était pas le palace, mais c'était à elle, son premier appartement parisien. Elle défait sa valise avec soin, rangeant ses quelques affaires dans l'unique placard. 3 jeans, 5 pulls, des sous-vêtements basiques, une robe noire pour les occasions, pas qu'elle en ait eu beaucoup. Au fond du sac, enveloppée dans un linge, la photo de ses parents le jour de leur mariage. Maman radieuse en robe blanche, simple, papa fier dans son costume du dimanche. Ils avaient l'air si heureux, si confiants en l'avenir. « Je ne vous décevrai pas », murmura-t-elle en posant la photo sur la table. Le week-end passa rapidement. Élise explora le quartier, découvrit le marché de Montreuil, fit ses courses avec un budget serré. Pâtes, riz, légumes de saison, un peu de jambon. Elle calculait chaque euro, anticipait chaque dépense. Sur les 1200 € promis, elle devait garder de quoi vivre et envoyer le reste à Saint-Flour. Dimanche soir, elle repassa l'uniforme fourni par l'entreprise. Pantalon bleu marine, polo à manches courtes avec le logo éclat, chaussures de sécurité. Pas très glamour, mais propre et professionnel. Elle se regarda dans le petit miroir de la salle de bain, cheveux châtains attachés en queue de cheval, visage sans maquillage, elle n'en avait jamais porté, yeux noisettes déterminés. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une fille simple qui n'avait pas peur du travail. « Bon, Élise », se dit-elle à voix haute, « demain, tu commences ta nouvelle vie. » Lundi matin, 4 heures. Le réveil sonna dans l'obscurité froide de février. Élise se leva sans hésiter.
but un café soluble, en regardant par la fenêtre les derniers noctambules rentrer chez eux. Dans 2 heures, elle serait dans les bureaux de luxe de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Un autre monde, un autre univers. Le métro de bonne heure était rempli d'ouvriers, d'infirmières, d'agents de sécurité, tous ceux qui faisaient tourner Paris pendant que la ville dormait encore. Élise se sentit solidaire de ces visages fatigués mais courageux. Ils étaient comme elle, des gens ordinaires qui se levaient tôt pour gagner leur vie dignement. À 6 heures précises, elle se présenta au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré. L'immeuble était impressionnant. Façade haussmannienne rénovée, hall d'entrée en marbre, ascenseur design. Le contraste avec son petit studio était saisissant. « Vous êtes la nouvelle ?» demanda un homme d'une 50aine d'années en combinaison bleue. « Moi c'est José, chef d'équipe. Vous prenez les étages 15 à 25. Bureau de direction, faut faire attention. Pas de bruit, pas de bavardage, surtout pas de curiosité. On fait notre travail, on se fait oublier. » Élise hocha la tête. Se faire oublier, elle savait faire. Toute sa vie, elle avait été discrète, efficace, invisible quand il le fallait. « Une dernière chose », ajouta José en lui tendant un badge d'accès. « Le 22e étage, c'est le bureau du grand patron, Mathieu Delacour en personne. Paraît qu'il travaille tard. Si vous le croisez, vous baissez les yeux et vous continuez votre chemin. Ce type-là, il n'aime pas être dérangé. Surtout par... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » Élise ne voyait pas vraiment, mais elle acquiesça. L'important était de bien faire son travail, de garder cet emploi, d'aider sa mère. Le reste n'avait pas d'importance. Elle ne savait pas encore qu'en montant dans cet ascenseur, elle se dirigeait vers une rencontre qui changerait tout. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Élise à Paris. 3 semaines de routine nocturne, de métro à l'aube, de sol à nettoyer et de bureau à aspirer. Elle avait trouvé son rythme. Dormir de 8 heures à 15 heures, déjeuner rapidement, faire ses courses, puis reprendre le métro vers 18 heures pour commencer sa tournée. Les étages 15 à 25 de la tour de la Cour Industrie n'avaient plus de secret pour elle. Bureau après bureau, elle connaissait les habitudes des occupants. Monsieur Bertrand, directeur marketing, laissait toujours traîner des miettes de croissant près de son ordinateur. Madame Chen, responsable des ressources humaines, gardait une photo de ses jumeaux sur son bureau et des mouchoirs parfumés dans son tiroir. Madame Rivière, la secrétaire de direction, était maniaque. Pas un papier qui dépasse, pas une trace de doigt sur l'écran. Élise nettoyait en silence, respectant l'intimité de ses vies professionnelles qu'elle ne faisait qu'effleurer. Parfois, elle s'attardait sur une photo de famille, un dessin d'enfant scotché sur un monitor, un livre oublié sur une étagère. Ces petits détails lui rappelaient que derrière chaque bureau se cachait une histoire humaine. Le 22e étage restait son mystère. Le bureau de Mathieu Delacour était immense, austère, impressionnant. Mobilier moderne en bois sombre, fauteuil de cuir noir, baies vitrées donnant sur tout Paris. Pas une photo personnelle, pas un objet intime. Seuls quelques livres d'économie et un service à café en porcelaine de Limoges témoignaient d'une personnalité cachée. José avait été clair, le patron travaille tard, mais en général, il part vers 22 heures. Tu commences par le 22e, vers 22h30, tu as le champ libre. Ce mardi soir-là, Élise monta au 22e étage comme d'habitude, 22h45. L'étage était plongé dans l'obscurité. Seules les lumières de sécurité dessinaient des ombres fantomatiques. Elle alluma les néons de service et sortit son matériel. Aspirateur, produit d'entretien, chiffon microfibre. Elle commença par la réception, nettoya les fauteuils visiteurs, astiqua la table basse en verre, puis elle se dirigea vers le bureau directorial. La porte était ouverte, comme toujours. L'ordinateur était éteint. La tasse à café vide, posée sur le sous-main en cuir. Mathieu Delacour était parti, laissant derrière lui cette odeur subtile de parfum masculin et de cuir. Élise entra discrètement, posa son seau près de la porte et commença à épousseter les étagères. Les livres étaient rangés par ordre alphabétique. Drucker, Kotler, Porter. Des références en management qu'elle ne connaissait pas, mais qui témoignaient d'une intelligence rigoureuse. Sur le bureau trônait un agenda ouvert,
Conseil d'administration 9 heures. Déjeuner ministre 13 heures. Présentation Tokyo 17 heures. Une vie minutée, organisée, sans place pour l'imprévu. Elle nettoyait la baie vitrée quand elle entendit l'ascenseur s'ouvrir. Des pas résonnèrent dans le couloir, des pas lents, mesurés, reconnaissables. Élise sentit son cœur s'accélérer. Il était là. Mathieu Delacour était revenu. Panique. José avait été formel. Pas de contact, pas de dérangement. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue. La porte donnait directement sur le couloir. Impossible de sortir sans le croiser. Elle pouvait se cacher dans le bureau adjacent, mais cela paraîtrait suspect si on la découvrait. Restait une solution. Continuer son travail comme si de rien n'était, en espérant qu'il ne remarque pas sa présence. Les pas se rapprochèrent. Élise continua à nettoyer la vitre, dos à la porte, priant pour qu'il passe son chemin. Mais les pas s'arrêtèrent. Puis une voix grave, posée, légèrement surprise, « Excusez-moi ». Élise se figea. Lentement, elle se retourna. Et elle le vit. Mathieu Delacour était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Cheveux châtains tirés en arrière, yeux gris acier, très fins mais déterminés. Il portait encore son costume, légèrement froissé après une longue journée, la cravate desserrée. Il était beau, d'une beauté froide et inaccessible, mais quelque chose dans son regard la surprit, de la curiosité, pas de la colère. « Je suis désolé, monsieur », balbutia Élise en baissant les yeux. « Je ne savais pas que vous étiez encore là. Je peux revenir plus tard pour... »« Non, non, continuez » l'interrompit-il d'une voix étonnamment douce. « J'avais oublié un dossier. Je ne vous dérange pas longtemps. » Il contourna le bureau, ouvrit un tiroir, sortit une chemise cartonnée. Élise resta immobile, ne sachant que faire. José lui avait dit de fuir, mais lui demandait de rester. Que faire? « Vous êtes nouvelle » constata Mathieu, sans lever les yeux du dossier qu'il feuilletait. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt une observation. Élise hocha timidement la tête. « Depuis 3 semaines, monsieur. »« Et vous venez d'où » Cette fois, il la regardait. De près, ses yeux n'étaient pas gris acier, mais d'un bleu-gris troublant, comme un ciel d'orage. Élise sentit ses joues s'empourprer. « De Saint-Flour, monsieur. En Auvergne. Saint-Flour. » Il répéta le nom comme s'il le goûtait. « C'est loin de Paris. »« Oui, monsieur. » Un silence s'installa. Pas un silence gênant, plutôt contemplatif. Mathieu rangea le dossier dans sa sacoche en cuir, enfila son manteau. Élise attendait qu'il parte pour reprendre son travail, mais il s'attarda. « Comment vous appelez-vous » La question la surprit. Personne ne lui demandait jamais son nom. Elle était la dame de ménage, la fille du nettoyage, rarement Élise. « Élise, monsieur, Élise Moreau. »« Élise » répéta-t-il, et son prénom sonnait différent dans sa bouche, plus doux, plus musical. « Bonne soirée, Élise, et excusez-moi de vous avoir dérangé. »« Vous ne me dérangez pas, monsieur, c'est votre bureau. » Il sourit, un sourire fugace, presque imperceptible, mais qui transforma son visage. L'espace d'une seconde, l'homme de glace laissa place à quelqu'un de plus humain, de plus accessible. « Mathieu, » dit-il en arrivant à la porte, « je m'appelle Mathieu. » Et il partit, laissant Élise seule avec le parfum de son eau de toilette et le souvenir troublant de ce sourire inattendu. Elle resta immobile plusieurs minutes, le chiffon à la main, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Mathieu Delacour, l'homme qui n'aimait pas les femmes, l'homme de glace, venait de lui sourire, et surtout, il lui avait dit son prénom. Pour la première fois depuis des années, Élise Moreau se sentit exister aux yeux de quelqu'un d'important. Les jours suivants, Élise ne put s'empêcher de repenser à cette rencontre. Mathieu, il lui avait dit son prénom, ce qui changeait tout. Plus question de l'imaginer comme un patron distant et inaccessible. Maintenant, il avait un visage, une voix, une présence humaine qui hantait ses pensées malgré elle. Elle avait téléphoné à sa mère le lendemain, comme chaque semaine. « Comment vas-tu, ma chérie ?» avait demandé Brigitte Moreau de sa voix fatiguée, mais toujours aimante. « Ça va, maman. Le travail me plaît. Les gens sont gentils. » Gentils. Était-ce le bon mot pour décrire Mathieu Delacour? Élise n'arrivait pas à définir ce qu'elle avait ressenti lors de leur échange. De la curiosité mutuelle, peut-être, une reconnaissance tacite, quelque chose d'indéfinissable, mais de réel.
Tu me manques, avait murmuré sa mère, mais je suis fière de toi. Papa le serait aussi. Ces mots l'avaient réconfortée. Elle envoyait 800 € par mois à Saint-Flour, gardant 400 pour vivre. C'était serré, mais ça fonctionnait. Et surtout, les médicaments de sa mère étaient assurés. Au travail, Élise avait repris sa routine, mais avec une attention nouvelle aux détails du 22e étage. Elle connaissait maintenant les habitudes de Mathieu. Il arrivait tôt, vers 7 heures, et repartait généralement vers 22 heures, parfois plus tard. Elle avait appris à déchiffrer les signes de sa présence, la tasse à café encore tiède, l'agenda ouvert à la page du jour, l'odeur subtile de son parfum dans l'air. Un jeudi soir, elle trouva un mot sur son bureau, une simple note manuscrite. « Merci pour l'impeccable propreté de mon bureau, MD ». L'écriture était élégante, assurée. Élise sourit malgré elle. C'était la première fois qu'un patron la remerciait personnellement pour son travail. Elle garda le mot, le glissa dans la poche de son uniforme comme un talisman. Le vendredi suivant, nouvelle surprise. En entrant dans le bureau directorial, elle découvrit une petite boîte posée sur la table basse. Un assortiment de macarons de chez Ladurée, avec un autre mot « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim après votre longue journée. Merci pour votre discrétion. » Élise resta immobile, partagée entre la joie et l'inquiétude. C'était adorable, attentionné, mais aussi troublant. Pourquoi Mathieu Delacour, l'homme le plus puissant de cette entreprise, s'intéressait-il à une simple femme de ménage? Que voulait-il? Elle goûta un macaron, rose et litchi, un parfum qu'elle ne connaissait pas, mais qui explosa de saveurs délicates sur sa langue. Chez elle, à Saint-Flour, les gâteaux venaient de la boulangerie Moreau, aucun lien de parenté, et c'était de bonnes pâtisseries rustiques. Ceci était de l'art culinaire, du luxe à l'état pur. Le lundi suivant, Mathieu l'attendait. Il était 23 heures, quand Élise monta au 22e étage. Cette fois, les lumières étaient allumées, et il était là, assis dans un des fauteuils visiteurs, une tasse de café à la main. Il avait retiré sa veste et desserre sa cravate. Dans cette tenue plus décontractée, il paraissait plus jeune, plus accessible. « Bonsoir, Élise, » dit-il simplement. « Bonsoir, Mathieu, » répondit-elle après une hésitation. Il sourit, ce même sourire fugace qui transformait son visage. « Vous avez aimé les macarons? Ils étaient délicieux. Merci, mais vous n'auriez pas dû... » Pourquoi? La question était directe, sans agressivité. Élise chercha ses mots. « Nous ne sommes pas du même monde, monsieur. »« Mathieu, » corrigea-t-il doucement. « Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Vous êtes le PDG de cette entreprise. Moi, je nettoie les bureaux. C'est différent. » « Différent? Oui. Incompatible, non. » Il se leva, s'approcha de la baie vitrée. Paris scintillait dans la nuit, magnifique et intimidante. « Vous savez ce que je vois de cette fenêtre tous les jours ?» demanda-t-il sans se retourner. Paris, une ville qui vit, qui respire, qui travaille. Des millions de gens qui se lèvent chaque matin avec leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs. Des gens comme vous, Élise, des gens vrais. Il se tourna vers elle et dans ses yeux, elle lut une sincérité qui la bouleversa. « Vous savez ce que ça représente pour moi, de croiser quelqu'un qui ne me regarde pas comme un portefeuille sur pattes, quelqu'un qui ne me sourit pas par intérêt? Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez pas, Élise. Vous ne savez rien de ma fortune, de ma famille, de mon influence. Quand vous me regardez, vous voyez juste un homme. C'est rare, c'est précieux. » Élise sentit son cœur battre plus fort. Elle comprenait maintenant pourquoi les rumeurs couraient sur son compte. Mathieu Delacour n'était pas un homme qui n'aimait pas les femmes, c'était un homme qui ne supportait plus les femmes intéressées. « Je dois y aller, » murmura-t-elle. « Mon travail? Bien sûr, je ne veux pas vous retenir. » Il retourna s'asseoir, reprit sa tasse de café. Mais au moment où Élise atteignait la porte, il ajouta « Élise? Oui? Votre mère? Elle va mieux ?» La question la stupéfia. Comment savait-il pour sa mère? Comment? Vous envoyez de l'argent à Saint-Flour tous les mois. C'est moi qui signe les virements du service paye. J'ai remarqué. Il l'observait attentivement, sans voyeurisme, avec une curiosité bienveillante. Elle a la sclérose en plaques, avoua Élise. Les traitements coûtent cher.
C'est pour ça que je suis venu à Paris. Vous vous sacrifiez pour elle. Ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'amour. Mathieu hocha lentement la tête, comme s'il découvrait un concept nouveau. De l'amour, répéta-t-il. Oui, je comprends. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Élise repensa à cette conversation. Mathieu Delacour était un mystère, un homme complexe caché derrière une façade glaciale. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vue, vraiment entendue par quelqu'un. C'était dangereux, c'était troublant, et c'était merveilleux. Sans le savoir, elle était en train de tomber amoureuse de l'homme que tout Paris considérait comme intouchable. Mars arrivait avec ses premiers bourgeons et une douceur nouvelle dans l'air parisien. Pour Élise, c'était aussi le mois où tout basculait. Ces rencontres nocturnes avec Mathieu étaient devenues une habitude précieuse, un rituel qu'elle attendait secrètement chaque soir. Il ne se passait pas une semaine sans qu'ils échangent quelques mots. Parfois, c'était lui qui l'attendait dans son bureau, une tasse de thé à la main qu'il lui proposait timidement. D'autres fois, elle le trouvait endormi sur son fauteuil, épuisé par une journée de 15 heures, et elle terminait son travail en silence pour ne pas le réveiller. Ces moments volés avaient créé entre eux une intimité étrange, faite de non-dits et de regards complices. Mathieu lui parlait de ses projets d'expansion internationale, des défis de diriger une entreprise familiale. Élise lui racontait sa vie à Saint-Flour, les histoires de sa mère, les parfums de l'Auvergne qu'elle regrettait parfois. « Vous me manquez pendant le week-end », lui avait-il avoué un vendredi soir, et cette phrase avait résonné dans le cœur d'Élise tout le samedi et le dimanche. Ce lundi-là, elle arriva au bureau avec une appréhension nouvelle. José, le chef d'équipe, l'avait convoqué dans son petit bureau du sous-sol. « Élise, il faut qu'on parle », avait-il dit d'un ton grave. « Il y a des rumeurs, on dit que tu traînes trop longtemps au 22e étage, que le grand patron te fait des cadeaux. » Le cœur d'Élise s'était serré. Elle avait toujours été discrète, mais dans un immeuble de bureau, rien n'échappait longtemps aux langues malveillantes. « Je fais mon travail, José. Rien de plus. Je te crois, gamine. Mais les autres, écoute-moi bien. Mathieu Delacour, c'est pas quelqu'un pour toi. Il vit dans un autre monde. Si tu t'attaches, tu vas souffrir. Et si ça se sait en haut lieu, tu perdras ton boulot. » Ces mots l'avaient hanté toute la journée. José avait raison, bien sûr. Quelle naïveté de croire qu'un homme comme Mathieu pourrait s'intéresser sincèrement à elle. Il s'ennuyait, voilà tout. Elle était une distraction, un divertissement exotique dans sa vie parfaitement ordonnée. Mais quand elle le retrouva ce soir-là, toutes ses résolutions s'effondrèrent. Il l'attendait avec un sourire qu'elle ne lui connaissait pas, un sourire presque juvénile, excité. « Élise, j'ai quelque chose à vous proposer. Monsieur Delacour, Mathieu, corrigea-t-il comme toujours. Mathieu, je crois que nous ne devrions plus m'éviter. » Il sourit tristement. « J'ai eu peur que vous disiez cela. Laissez-moi d'abord vous faire ma proposition. Ensuite, vous déciderez. » Élise hocha la tête, incapable de refuser. « Samedi, il y a une exposition de peinture contemporaine au Grand Palais. Lumière de France. J'y vais pour le vernissage, mais j'aimerais y retourner dimanche, tranquillement, sans les mondanités. Accepteriez-vous de m'accompagner ? Une exposition d'art. » Élise n'avait jamais mis les pieds dans un musée parisien. À Saint-Flour, la culture se résumait à la bibliothèque municipale et au festival de musique traditionnelle de l'été. « Je ne connais rien à l'art moderne, » avoua-t-elle. « Moi non plus, » mentit-il gentiment. « Nous découvrirons ensemble. »« Mathieu, les gens vont parler. Si on nous voit, dimanche après-midi, le Grand Palais est bondé de touristes et de familles. Personne ne nous remarquera. Et même si c'était le cas, » il s'approcha d'elle et elle sentit son parfum familier, cette odeur de bois de santal et de bergamote qui lui donnait le vertige. Même si c'était le cas, est-ce que cela vous empêcherait de vivre ? Vivre ? Quand avait-elle vraiment vécu pour la dernière fois ? Depuis la mort de son père, sa vie n'avait été qu'une succession de devoirs, de responsabilités, de sacrifices consentis. Prendre soin de sa mère, travailler, économiser, envoyer de l'argent. Une existence utile mais sans joie, sans surprise, sans ces battements de cœur qui donnent saveur aux journées. « D'accord », murmura-t-elle.
Le sourire de Mathieu illumina son visage. L'espace d'un instant, il ressembla à un enfant qui vient d'obtenir le cadeau de ses rêves. Vraiment? Vraiment. Mais comment? Retrouvons-nous devant l'entrée principale à 14 heures. Et Élise? Il hésita puis ajouta. Portez ce qui vous plaît. Pas besoin de, vous savez, d'être quelqu'un d'autre. Ce samedi-là, Élise passa des heures devant son petit placard. Que portait-on pour sortir avec un milliardaire? Sa garde-robe se limitait à 3 jeans, quelques pulls et sa robe noire pour les occasions. Elle opta finalement pour son jean le plus sombre, un pull en cachemire beige chiné au marché aux puces, et ses seules chaussures correctes, des ballerines noires achetées pour les obsèques de son père. Devant le miroir de sa salle de bain, elle se coiffa avec soin, attacha ses cheveux en chignon bas, appliqua un peu de baume sur ses lèvres. Pas de maquillage, elle n'en avait jamais porté, et ce n'était pas le moment d'apprendre. Le dimanche après-midi, elle arriva au Grand Palais avec 15 minutes d'avance, le cœur battant. Et si c'était un piège? Et si Mathieu ne venait pas? Et si tout cela n'était qu'un jeu cruel? Mais à 14 heures précises, elle le vit arriver. Jonc sombre, pull en laine gris, blouson de cuir noir. Sans ses costumes de patron, il paraissait plus jeune, plus accessible. Plus beau aussi, d'une beauté naturelle qui lui coupa le souffle. « Élise !» dit-il simplement en la rejoignant. « Mathieu !» Ils se regardèrent une seconde, gênés comme deux adolescents à leur premier rendez-vous. Puis il sourit, et la magie opéra de nouveau. « Prête pour votre première exposition parisienne ?»« Prête !» mentit-elle, le cœur battant à tout rompre. En franchissant les portes du Grand Palais à ses côtés, Élise Moreau pénétrait dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais surtout, elle franchissait une ligne invisible au-delà de laquelle plus rien ne serait jamais comme avant. Ni pour elle, ni pour l'homme qui marchait à ses côtés et qui découvrait lui aussi quelque chose qu'il croyait à jamais perdu, la possibilité d'être heureux. L'exposition Lumière de France était un voyage à travers 2 siècles de peinture française. Des impressionnistes aux contemporains, chaque salle révélait une nouvelle facette de l'âme artistique du pays. Élise découvrait tout avec des yeux émerveillés, et Mathieu découvrait Élise à travers son regard neuf sur le monde. « Oh !» s'exclama-t-elle devant un Monet représentant les nymphéas de Giverny. « C'est comme les étangs près de chez moi, mais plus lumineux, plus vivant. » Mathieu l'observait, fasciné par sa spontanéité. Habitué au vernissage mondain où l'on commentait l'art avec des mots savants et des références convenues, il redécouvrait la peinture à travers l'émotion pure d'Élise. « Vous voyez cette lumière dorée ?» dit-elle, en désignant un détail du tableau. « Chez nous, en Auvergne, elle apparaît comme ça vers 6 heures du soir, l'été. Mon père et moi, on allait pêcher dans l'étang de Garabi. Il disait que c'était l'heure magique, quand la nature se pare de ses plus beaux atours. Votre père vous manque, constata Mathieu doucement. Tous les jours. Mais ici... » Elle sourit en contemplant le tableau. C'est comme s'il était là, d'une certaine façon. L'art, ça rend les gens immortels, non? Cette réflexion, d'une simplicité profonde, toucha Mathieu plus qu'il ne l'aurait imaginé. Élise avait cette capacité rare de voir l'essentiel derrière les apparences, de trouver la beauté dans l'ordinaire. Ils passèrent 3 heures à déambuler entre les œuvres. Mathieu lui raconta l'histoire de certains peintres. Elle lui fit part de ses émotions face aux couleurs, aux formes, aux lumières. Une complicité nouvelle naissait entre eux, faite d'échanges authentiques et de silences complices. « J'ai faim », avoua Élise vers 17 heures, rougissant aussitôt de sa spontanéité. « Moi aussi. Connaissez-vous le café du Grand Palais ? » Non, c'est sans doute trop cher pour moi. Mathieu s'arrêta au milieu du couloir, la regarda avec une intensité qui la troubla. « Élise, quand vous êtes avec moi, ne pensez plus à l'argent, d'accord? Mais je ne peux pas accepter que... Si, vous pouvez. C'est moi qui vous ai invité. C'est moi qui vous offre cette journée. Laissez-moi avoir ce plaisir. » Au café du Grand Palais, installé près de la verrière qui donnait sur les Champs-Élysées, ils commandèrent des pâtisseries et du thé. L'atmosphère était détendue, presque irréelle. Élise avait l'impression de vivre un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. « Mathieu, » dit-elle en goûtant sa tarte au citron, « puis-je vous poser une question indiscrète, bien sûr. Pourquoi moi? Je veux dire, vous pourriez sortir avec n'importe qui,
des femmes de votre monde, éduquées, raffinées. Il posa sa tasse, la regarda longuement avant de répondre. Justement, ces femmes de mon monde, comme vous dites, elles me connaissent avant même de m'avoir rencontré. Elles savent combien je vaux, ce que je possède, où j'habite. Quand elles me sourient, je ne sais jamais si c'est à moi ou à mon compte en banque. Et moi, vous, le premier soir où nous nous sommes parlé, vous ne saviez même pas qui j'étais vraiment. Vous m'avez regardé comme un homme normal. Vous savez à quel point c'est rare pour quelqu'un comme moi? Élise hocha la tête, commençant à comprendre la solitude dorée dans laquelle vivait Mathieu. « Mais maintenant je sais qui vous êtes, » dit-elle doucement. « Et cela change-t-il quelque chose ?» Elle le regarda, cet homme beau et puissant, qui attendait sa réponse avec l'anxiété d'un adolescent, et elle sut que sa vie basculait définitivement. « Non, » murmura-t-elle, « cela ne change rien. » Le sourire qui illumina le visage de Mathieu valait tous les trésors du monde. Ils quittèrent le Grand Palais vers 18 heures, marchèrent lentement le long des Champs-Élysées. Paris s'habillait de ses lumières du soir, et la ville semblait appartenir à eux seuls. « Élise, » dit Mathieu en s'arrêtant devant une vitrine de bijouterie, « j'aimerais vous revoir, pas seulement au bureau, comme aujourd'hui. Mathieu, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous venons d'univers différents, mais nous sommes bien ensemble, non? Oui, avoua-t-elle, nous sommes bien ensemble. Alors laissons-nous cette chance, lentement, discrètement. Juste, voyons où cela nous mène. » À cet instant, Élise aperçut le reflet d'un appareil photo dans la vitrine. Un paparazzi posté de l'autre côté de la rue les mitraillait discrètement. Son sang se glaça. « Mathieu, » chuchota-t-elle. Il y a quelqu'un qui nous photographie. Il se retourna nonchalamment, repéra immédiatement le photographe. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il calmement, « cela arrive souvent. La plupart du temps, il ne publie rien, et même si cela arrivait, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons visité une exposition, bu un thé, deux adultes libres qui passent un moment agréable ensemble. » Mais en prononçant ces mots, Mathieu savait qu'il mentait. Dans son monde, tout se savait, tout se commentait, tout se jugeait. Et une liaison avec une femme de ménage, car c'est ainsi que les médias la présenteraient, ferait scandale. Sur le chemin du retour, dans le métro qui la ramenait vers Montreuil, Élise repensait à cette journée magique. Elle avait découvert l'art, la beauté, le plaisir de partager ses émotions avec quelqu'un qui les comprenait. Elle avait aussi découvert un Mathieu différent, attentionné, drôle, vulnérable. Mais l'image du paparazzi la hantait. José avait raison. Elle évoluait dans un monde qui n'était pas le sien, où chaque geste pouvait avoir des conséquences qu'elle ne maîtrisait pas. En arrivant dans son petit studio, elle alluma son ordinateur portable d'occasion et tapa Mathieu Delacour dans Google. Les résultats la stupéfièrent. Des centaines d'articles, de photos, d'analyses. L'héritier solitaire, le célibataire le plus convoité de Paris, l'homme de glace de Delacour Industrie. Elle découvrait l'ampleur de sa notoriété, de sa richesse, de son influence. Et elle réalisait à quel point elle était naïve de croire qu'il pouvait vivre une histoire simple et discrète. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Élise Moreau eut du mal à s'endormir. Non pas à cause du bonheur de cette journée exceptionnelle, mais à cause de la peur de ce qui pourrait arriver quand leur secret serait découvert. Car elle commençait à comprendre qu'aucun secret ne résistait longtemps à la curiosité du monde des puissants. Les semaines qui suivirent leur sortie au Grand Palais furent les plus belles de la vie d'Élise. Mathieu et elle avaient trouvé un rythme, des conversations nocturnes dans son bureau, des sorties discrètes le dimanche après-midi, une librairie de Saint-Germain, une promenade au Luxembourg, un petit cinéma d'art et d'essai du quartier latin. Ils se découvraient l'un l'autre avec la patience et l'émerveillement de deux explorateurs cartographiant un territoire inconnu. Mathieu lui racontait son enfance dorée mais solitaire dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement, ses études à HEC, la pression constante d'être l'héritier de la cour. Élise lui parlait de Saint-Flour, des saisons qui rythmaient la vie au village, de l'amour simple mais profond qui unissait ses parents. « Vous avez eu de la chance », lui dit-il un soir, alors qu'elle lui décrivait les dimanches en famille de son enfance. « De la chance, d'avoir connu l'amour vrai.
mes parents. Ils s'aimaient peut-être au début, mais l'argent, les obligations sociales, les apparences ont tout gâché. Ils vivaient comme des étrangers polis sous le même toit. C'est pour cela que vous n'avez jamais voulu vous marier? Mathieu resta silencieux un long moment, contemplant Paris par la baie vitrée. J'ai eu peur de reproduire leurs erreurs. Et puis, il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une tendresse qui lui coupa le souffle. Et puis, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me donne envie d'essayer. Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Élise pendant des jours. Elle aussi était en train de tomber amoureuse, profondément, dangereusement. Chaque moment passé avec Mathieu était un cadeau, chaque sourire un trésor, chaque conversation une révélation. Mais le bonheur d'Élise était terni par une inquiétude grandissante. Au travail, les regards se faisaient plus insistants, les chuchotements plus nombreux. Ses collègues de l'équipe de nettoyage l'observaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle se croit arrivée maintenant, entendit-elle Carmen, une femme de 50 ans qui travaillait là depuis 15 ans, dire à une collègue. « Tu as vu comme elle s'habille maintenant ?» répondit l'autre. « Des fringues de bourgeoise. Elle oublie d'où elle vient. » C'était vrai qu'Élise avait acheté quelques vêtements neufs avec ses économies. Rien d'extravagant, un jean de meilleure qualité, 2 pulls plus élégants, une paire de chaussures correctes. Mais dans leur milieu, ces petits changements ne passaient pas inaperçus. José la convoqua de nouveau un vendredi matin. « Élise, il faut qu'on parle sérieusement. » Elle s'assit face à lui, le cœur battant. « Les rumeurs prennent de l'ampleur. Hier, Madame Rivière, la secrétaire du patron, m'a posé des questions sur toi. Elle voulait savoir si tu faisais bien ton travail, si tu étais discrète. Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que tu es la meilleure femme de ménage que j'ai jamais eue. Mais Élise, il se pencha vers elle, paternellement. Cette femme, elle flaire les ennuis. Si elle s'intéresse à toi, c'est que quelque chose remonte jusqu'en haut. » Élise sentit l'étau se resserrer autour d'elle. « Écoute-moi bien, » continua José. « Je t'aime bien, gamine. Tu es courageuse, tu travailles dur, tu ne fais pas d'histoire. Mais Mathieu Delacour, c'est pas de ton niveau. Et même s'il s'intéresse à toi, ça finira mal. Pour toi, pas pour lui. Lui, il s'en remettra. Toi, tu perdras tout. » Ces mots hantèrent Élise tout le week-end. Elle annula son rendez-vous dominical avec Mathieu, invoquant un mal de tête. En réalité, elle avait besoin de réfléchir, de prendre du recul sur cette relation qui l'emportait comme un torrent. Le dimanche soir, elle appela sa mère. « Tu as l'air tracassée, ma chérie », constata Brigitte Moreau de sa voix fatiguée mais toujours perspicace. « C'est le travail, maman. C'est compliqué. Tu veux me raconter ?» Élise hésita. Comment expliquer à sa mère qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un milliardaire? Comment avouer qu'elle vivait un conte de fées qui pourrait virer au cauchemar? « Il y a un homme, » finit-elle par dire. « Ah !» Le sourire était audible dans la voix de sa mère. « Raconte-moi. Il est différent de moi, très différent. Les gens disent que c'est impossible, que ça ne marchera jamais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » Je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse. Mais j'ai peur, maman. Peur que ça fasse du mal à tout le monde. À lui, à moi, à toi aussi. Élise, écoute-moi bien. La voix de Brigitte se fit plus ferme. Ton père et moi, on venait aussi de milieux différents. Lui, fils de commerçant des bourgeoisies locales. Moi, fille d'ouvriers agricoles. Mes parents pensaient que je visais trop haut. Ses parents que je n'étais pas assez bien. Mais on s'aimait. Et on a eu 28 ans de bonheur ensemble. Ce n'est pas pareil, maman. L'amour, c'est toujours pareil, ma chérie. C'est tout le reste qui change. Si cet homme te rend heureuse, si tu le rends heureux, alors battez-vous, ensemble. Les différences sociales, ça se surmonte quand on s'aime vraiment. » Ces mots réconfortèrent Élise, mais ne dissipèrent pas entièrement ses craintes. Le lundi soir, elle retrouva Mathieu avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Il l'accueillit avec un sourire inquiet. « Vous m'avez manqué hier. Vous allez mieux ?»« Oui, Mathieu, il faut qu'on parle. » L'expression de son visage changea instantanément. Il s'assit en face d'elle, se préparant au pire. « Les gens commencent à parler, » dit-elle sans détour. « Au travail, dans l'entreprise, je crois que votre secrétaire se doute de quelque chose. » Mathieu soupira, passa une main dans ses cheveux.
Je m'en doutais. Madame Rivière a l'œil sur tout. Et ma mère, votre mère, elle m'a posé des questions bizarres la semaine dernière, sur ma vie privée, sur mes fréquentations. Elle a ses sources partout dans Paris. Si les rumeurs circulent, alors peut-être qu'on devrait... Non? Il se leva brusquement, s'approcha d'elle. Non, Élise, ne dites pas qu'on devrait arrêter. Pas maintenant. Pas quand je commence enfin à... Il s'interrompit, comme s'il allait dire quelque chose d'irréparable. À quoi? Chuchota-t-elle. À être heureux, avoua-t-il. Pour la première fois de ma vie, je suis heureux. Ces mots bouleversèrent Élise. Elle se leva à son tour, s'approcha de lui. Ils se retrouvèrent face à face, si proches qu'elle pouvait sentir son souffle sur son visage. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je suis heureuse. » Ce fut lui qui ferma la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus passionné, le premier baiser de leur vie à tous les deux qui comptait vraiment. Quand ils se séparèrent, Élise avait les larmes aux yeux. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Nous battre », répondit-il en caressant sa joue. « Ensemble. » Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que 3 étages plus bas, un appareil photo numérique immortalisait leur silhouette enlacée derrière la baie vitrée du bureau directorial. Le paparazzi de l'autre jour avait trouvé un angle parfait depuis l'immeuble d'en face, et cette fois, les photos feraient de la une des magazines People dès le lendemain matin. Le mardi matin, Élise se réveilla avec un sentiment de bonheur inhabituel. Le souvenir du baiser de Mathieu, de ses mots tendres, de sa promesse de se battre ensemble, réchauffait son cœur mieux qu'un café au lait. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que sa vie prenait enfin un sens, une direction. Cette euphorie ne dura que jusqu'à sa descente dans le hall de son immeuble. Madame Petit, la concierge, l'attendait avec un sourire narquois et un magazine People à la main. « Alors, mademoiselle Moreau, on ne nous dit pas tout ?» Élise fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Regardez donc ça », dit la concierge en lui tendant le magazine. « Paris Match de cette semaine, page 12. Vous êtes célèbre, ma petite. » Le sang d'Élise se glaça. En couverture du magazine, une photo floue mais reconnaissable montrait Mathieu et elle s'embrassant derrière la baie vitrée du bureau. Le titre, en gros caractères rouges, proclamait « L'héritier Delacour et sa femme de ménage, l'amour fou qui scandalise Paris ». Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le mur, feuilletant l'article d'une main tremblante. Mathieu Delacour, 35 ans, PDG et héritier de l'empire Delacour Industrie, entretient une liaison secrète avec Élise Moreau, 28 ans, employée de nettoyage dans sa propre entreprise. Nos photos exclusives révèlent l'intimité troublante entre le milliardaire parisien et cette jeune femme originaire d'Auvergne. Une histoire d'amour qui fait déjà jaser dans les salons du 16e arrondissement. L'article continuait sur 3 pages, avec des détails sur sa vie privée que quelqu'un avait manifestement enquêté. Son village natal, la maladie de sa mère, son arrivée récente à Paris. Comment avait-il obtenu toutes ces informations ? C'est beau, l'amour, ricana Madame Petit. Enfin, quand ça dure. Parce que vous savez, ces gens-là, ils s'amusent avec les filles comme nous, mais ils épousent dans leur milieu. Élise ne répondit pas. Elle remonta en courant dans son studio, claqua la porte et s'effondra sur son lit. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros inconnus, encore et encore. Des journalistes, probablement, qui voulaient son témoignage, ses réactions, sa version de l'histoire. À midi, elle reçut un texto de José. « Ne viens pas aujourd'hui. La direction veut te voir demain matin. Tiens-toi prête. » L'après-midi fut un cauchemar. Les paparazzi avaient trouvé son adresse et campaient devant l'immeuble. Elle ne pouvait plus sortir sans être mitraillée de photos, harcelée de questions. Les voisins la regardaient avec un mélange de curiosité et de réprobation. Son téléphone sonna. Un numéro qu'elle reconnut, celui de Mathieu. « Élise, Élise, où êtes-vous ?»« Chez moi, Mathieu, vous avez vu ?»« Oui, j'ai vu. Mon service de presse m'a réveillé à 6 heures du matin. »« Élise, il faut qu'on se voie. »« Je ne peux pas sortir. Il y a des journalistes partout. »« Je sais. J'envoie Pierre vous chercher. Discrètement, par le parking souterrain. Il vous amènera chez moi. »« Chez vous? Mais si on nous voit ?»« Élise, écoutez-moi. Le mal est fait.
Les photos sont publiées, l'histoire est sortie. Maintenant, il faut qu'on gère ensemble. Faites-moi confiance. 1 heure plus tard, Élise se retrouvait dans l'appartement de Mathieu, avenue Foch. L'endroit était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. 300 mètres carrés de raffinement bourgeois, œuvres d'art, mobilier design, vue époustouflante sur le bois de Boulogne. Mathieu l'accueillit avec un visage sombre qu'elle ne lui connaissait pas. Il portait un costume sombre, avait les traits tirés, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi. « Comment allez-vous » demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « J'ai peur » avoua-t-elle. « Mathieu, et si je perdais mon travail? Et si je ne pouvais plus aider ma mère? Cela n'arrivera pas, je vous le promets. » Mais quelque chose dans sa voix manquait de conviction. Ils s'installèrent dans le salon, et Mathieu lui servit un thé qu'elle ne parvint pas à boire. « Ma mère veut me voir, » dit-il sans préambule. « Ce soir, elle est... disons qu'elle n'est pas ravie des développements récents. Qu'allez-vous lui dire? La vérité, que je tiens à vous, que cette relation compte pour moi. Et si elle vous demande de choisir, entre elle et moi? » Mathieu resta silencieux un long moment. Cet silence en disait plus que tous les discours. « Mathieu, » reprit Élise d'une voix douce mais ferme, « votre famille, c'est votre vie. Votre entreprise, c'est votre héritage. Moi, je ne suis qu'une parenthèse. Ne dites pas ça. C'est la vérité, et nous le savons tous les deux. » Elle se leva, s'approcha de la baie vitrée. « Regardez ce que vous avez construit. Regardez cette vie parfaite. Est-ce que ça vaut la peine de tout risquer pour une fille comme moi? » Oui. Il s'était levé aussi, l'avait rejointe. 1000 fois oui. Élise, avant vous, j'existais, mais je ne vivais pas. Vous m'avez réveillé, vous m'avez rendu humain. Et maintenant, je vous cause des ennuis. Les ennuis, on les surmonte. À cet instant, le téléphone de Mathieu sonna. Il regarda l'écran, grimaça. « Madame Rivière, il faut que je prenne. » Il décrocha, écouta quelques instants, son visage se décomposant progressivement. « Très bien, dites-lui que j'arrive. » Il raccrocha, se tourna vers Élise. « Le conseil d'administration s'est réuni en urgence. Ma mère préside la séance. Ils veulent que je fasse une déclaration publique pour clarifier la situation et préserver l'image de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent que je vous renie publiquement, que je dise que vous n'étiez rien pour moi, qu'il s'agit d'un malentendu monté en épingle par la presse. » Élise sentit son cœur se briser. Elle savait que cet instant arriverait, mais elle n'était pas préparée à la violence de cette révélation. « Et vous allez le faire ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Mathieu la regarda, et dans ses yeux elle lut une douleur infinie. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Élise, je ne sais pas. » Cette honnêteté brutale lui fit plus mal que tous les mensonges du monde, parce qu'elle révélait la vérité. Face au choix entre son empire familial et elle, Mathieu hésitait, et cette hésitation signifiait qu'au fond, le choix était déjà fait. « Il faut que je rentre, » dit-elle simplement. « Élise... »« Non, non, Mathieu, vous avez votre vie à sauver, moi j'ai la mienne à reconstruire. » Elle se dirigea vers la porte, et il ne fit rien pour la retenir, parce qu'ils savaient tous les deux que leur conte de fées venait de se terminer. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le rez-de-chaussée, Élise Moreau pleura toutes les larmes de son corps, non pas sur l'amour perdu, mais sur l'amour impossible qu'elle avait eu la naïveté de croire possible. Le lendemain matin, Élise se rendit chez Delacour Industries pour ce qui serait probablement sa dernière fois. Les paparazzi l'attendaient devant l'immeuble, mais cette fois, elle ne baissa pas la tête. Elle marcha droite, digne, ignorant les questions criées et les flashs qui crépitaient autour d'elle. Dans le hall, les regards se détournaient sur son passage. Ses collègues de bureau, qu'elle ne connaissait que de vue, la dévisageaient avec un mélange de fascination et de gêne. Elle était devenue le spectacle du jour, la curiosité scandaleuse qui animait les conversations de machine à café. José l'attendait dans son bureau du sous-sol, accompagné d'une femme en tailleur strict qu'Élise ne connaissait pas. « Bonjour Élise, » dit-il tristement. « Voici Madame Dubois, de la direction des ressources humaines. » La femme la toisa avec froideur, consultant un dossier posé devant elle. « Mademoiselle Moreau, j'irai droit au but. Votre contrat avec l'entreprise Éclat est résilié avec effet immédiat. Conduite inappropriée avec un membre de la direction.
Vous toucherez vos indemnités de fin de contrat, mais nous ne pourrons évidemment pas vous fournir de recommandations pour un futur emploi. Élise s'y attendait, mais le coup n'en fut pas moins dur. « Je comprends », dit-elle simplement. « Bien. Vous avez 1 heure pour récupérer vos affaires personnelles et rendre votre badge d'accès. La sécurité vous accompagnera. » 1 heure plus tard, Élise sortait de l'immeuble avec son petit sac contenant ses affaires de rechange et sa fierté en lambeaux. Les journalistes se ruèrent sur elle, mais elle continua à marcher sans répondre à leurs questions. « Mademoiselle Moreau, allez-vous revoir Mathieu Delacour? Comment s'est passée votre liaison? Était-ce de l'amour ou de l'opportunisme ?» Cette dernière question lui fit plus mal que toutes les autres. L'opportunisme, elle qui avait tout fait pour rester discrète, qui n'avait jamais rien demandé, qui n'avait jamais profité de la situation. Mais elle comprenait. Dans leur monde, une femme de son milieu ne pouvait s'intéresser à un homme riche que par intérêt. En rentrant chez elle, elle découvrit que les paparazzis avaient établi un campement permanent devant son immeuble. Impossible de sortir acheter à manger, impossible de mener une vie normale. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, producteur de télé-réalité, agent artistique qui voulait exploiter sa notoriété. Elle débranche le téléphone fixe et éteignit son portable. Le soir, assise dans son studio, elle fit ses comptes. Avec les indemnités de licenciement et ses économies, elle pouvait tenir 2 mois, peut-être 3, en se serrant la ceinture. Mais après, qui voudrait embaucher la maîtresse de Delacour? Elle était grillée à Paris, probablement dans toute la France. Sa mère l'appela vers 20 heures sur le fixe d'une voisine. « Ma chérie, j'ai vu les journaux. Comment vas-tu ?»« Ça va, maman, mentit Élise. C'est juste compliqué. Tu veux rentrer à la maison ?» La maison. Saint-Flour, sa chambre d'adolescente, la tendresse de sa mère, la paix de la campagne. C'était tentant, mais... Et tes médicaments, maman? Je ne peux plus les payer si je n'ai pas de travail. On se débrouillera. L'amour de ma fille compte plus que tout le reste. Ces mots firent pleurer Élise. Sa mère était prête à sacrifier sa santé pour elle, alors qu'elle-même avait sacrifié sa dignité pour l'argent. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Mathieu affrontait l'épreuve la plus difficile de sa vie. Le conseil d'administration au grand complet était réuni dans la salle de conférence du dernier étage. Sa mère, Colette Delacour, présidait la séance avec l'autorité glaciale qui avait fait d'elle une figure respectée du monde des affaires parisiens. « Mathieu, dit-elle sans préambule, cette situation est inacceptable. En 24 heures, nos actions ont chuté de 3%. Nos partenaires s'inquiètent, nos concurrents ricanent. Il faut que cela cesse. Mère, ma vie privée ne regarde que moi. » « Ta vie privée ?» Elle eut un rire sans joie. « Mathieu, tu es Delacour Industries. Tout ce que tu fais rejaillit sur l'entreprise, sur la famille, sur notre réputation. Cette femme s'appelle Élise. Cette femme t'a séduit pour ton argent. C'est évident. Vous ne la connaissez pas. Je connais son profil. Une provinciale sans éducation, sans fortune, qui tombe opportunément amoureuse du patron milliardaire. C'est un scénario classique, Mathieu. Comment peux-tu être aussi naïf ?» Autour de la table, les membres du conseil approuvaient d'un air entendu. Ces hommes et ces femmes qui dirigeaient avec lui l'empire familial le regardaient avec un mélange de pitié et d'agacement. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il. Une conférence de presse, intervint Henri Bourgeois, le directeur de la communication. Tu expliques que cette liaison était purement physique, sans sentiment. Que cette femme a mal interprété une relation de travail améliorée. Tu présentes tes excuses à ta famille et aux actionnaires pour ce malentendu. Vous voulez que je l'humilie publiquement? Nous voulons que tu sauves l'entreprise, trancha sa mère. Mathieu réfléchit. Cette société emploie 15 000 personnes. Elle fait vivre des dizaines de milliers de familles. Vas-tu sacrifier tout cela pour une aventure sans lendemain? Et si ce n'était pas une aventure? Et si j'étais amoureux? Le silence qui suivit fut éloquent. Sa mère le regarda comme s'il venait de proférer une obscénité. L'amour, dit-elle finalement. Mathieu, tu confonds amour et désir. Cette femme représente tout ce que tu n'as jamais eu.
la simplicité, l'authenticité supposée. C'est exotique, c'est excitant, mais ce n'est pas durable. Dans 6 mois, tu t'ennuierais avec elle. Dans 1 an, tu la mépriserais. Vous vous trompez? Non, mon fils, c'est toi qui te trompes. Et si tu persistes dans cette voie, je me verrai contrainte de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires pour faire modifier les statuts de l'entreprise. Tu n'es pas le seul héritier. Rappelle-toi, ton cousin Guillaume serait ravi de prendre ta place. La menace était claire. Mathieu regarda autour de lui, ses visages fermés. Ces gens qui avaient construit sa vie avec lui, mais qui étaient prêts à l'abandonner au premier faux pas. Vous me demandez de choisir entre Élise et l'entreprise? Nous te demandons de choisir entre un caprice et ton devoir, corrigea sa mère. Mathieu ferma les yeux. Dans sa tête, il revoyait le sourire d'Élise, entendait sa voix douce, sentait la chaleur de sa présence. Puis il regardait cette salle, ces murs qui abritaient l'œuvre de toute une vie, l'héritage de générations de Delacour. « J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. « Tu as jusqu'à demain midi, répondit sa mère. Après, nous agirons sans toi. » Cette nuit-là, Mathieu Delacour ne dormit pas. Seul dans son bureau du 22e étage, celui-là même où il avait rencontré Élise, il pesait le pour et le contre de la décision la plus importante de sa vie. D'un côté, l'amour, de l'autre, le devoir. Et au petit matin, quand Paris s'éveilla dans la lumière dorée du printemps, il avait fait son choix. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par le bruit inhabituel de la télévision de sa voisine, plus forte qu'à l'ordinaire. Puis, elle entendit les cris des journalistes dehors qui redoublaient d'intensité. Quelque chose se passait. Elle alluma son poste de télévision et tomba sur un flash spécial de BFM TV. En direct, Mathieu Delacour s'exprime sur l'affaire qui secoue Paris. Son cœur s'arrêta. Sur l'écran apparut la façade de l'hôtel particulier des Delacour, dans le 16e arrondissement, avec une nuée de journalistes massés devant le portail. Puis la caméra bascula sur un salon bourgeois, où Mathieu, impeccable dans un costume sombre, était assis face à une journaliste de la chaîne. Il avait l'air grave, composé, parfaitement maître de lui. Mais Élise, qui avait appris à le connaître, décela dans ses yeux une tristesse infinie. « Monsieur Delacour, » commença la journaliste, « des photos vous montrent dans une situation intime avec une employée de votre entreprise. Pouvez-vous nous expliquer la nature de cette relation ?» Mathieu regarda droit dans la caméra. Pendant une seconde, Élise eut l'impression qu'il la regardait, elle, directement. « Il s'agit d'un malentendu que je regrette profondément, » dit-il d'une voix posée. Mademoiselle Moreau était effectivement employée dans notre entreprise par une société de nettoyage sous-traitante. J'ai eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises lors de mes heures de travail tardives. Et cette proximité que montrent les photos? Mathieu marqua une pause. Élise retint son souffle. J'ai eu la faiblesse de céder à une attraction passagère. Mademoiselle Moreau est une jeune femme séduisante, et dans un moment d'égarement, j'ai eu des gestes inappropriés que je regrette amèrement. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur d'Élise. Attraction passagère. Égarement. Gestes inappropriés. Ils réduisaient leur histoire à une passade de patrons libidineux. Vous parlez d'égarement? Oui. Je me suis laissé aller à des familiarités déplacées avec une employée, ce qui était irresponsable de ma part, compte tenu de mon rang et de mes responsabilités. J'en assume entièrement la faute. Et aujourd'hui, cette relation, si on peut l'appeler ainsi, est terminée. Mademoiselle Moreau ne travaille plus dans nos locaux. Je présente mes excuses publiques à ma famille, aux actionnaires de Delacour Industries et à tous ceux que cette affaire a pu choquer. Ce genre d'incident ne se reproduira plus. La journaliste insista, certains parlent d'une véritable histoire d'amour. Non, le ton de Mathieu se fit plus sec. Il s'agissait d'une attirance physique mal placée, rien de plus. J'ai 35 ans, je suis célibataire, et il m'arrive comme à tout homme d'avoir des faiblesses. Mais confondre cela avec des sentiments serait une erreur. Élise éteignit la télévision, incapable d'en entendre davantage. Elle courut aux toilettes et vomit tout ce qu'elle pouvait, comme si son corps rejetait la violence de cette humiliation publique. Faiblesse, attirance physique mal placée, égarement.
Mathieu venait de la renier de la façon la plus cruelle qui soit. Non seulement il niait leurs sentiments, mais il la transformait en une vulgaire aventure, en tentation coupable dont il fallait avoir honte. Son téléphone portable, qu'elle avait rallumé machinalement, explosa de notifications. Centaines de messages, d'appels, de notifications sur les réseaux sociaux qu'elle n'utilisait même pas. La France entière découvrait l'interview et elle devenait instantanément la croqueuse de diamants qui avait tenté de séduire le pauvre Mathieu Delacour. Elle se habilla rapidement, fourra quelques affaires dans son sac à dos et sortit de son studio. Il fallait qu'elle quitte Paris, immédiatement. Dans la cage d'escalier, elle croisa Madame Petit, qui la regardait avec un mélange de pitié et de satisfaction. « Alors, ma petite, on redescend sur terre? Je vous avais prévenu. Ces gens-là, ils s'amusent avec nous, mais ils n'épousent jamais. » Élise ne répondit pas. Au rez-de-chaussée, elle aperçut la horde de journalistes par la porte vitrée. Impossible de sortir par là. Elle se dirigea vers la sortie de secours qui donnait sur la cour intérieure, escalade tant bien que mal le muret qui séparait de l'immeuble voisin et réussit à s'échapper par une rue adjacente. Gare d'Austerlitz. Premier train pour Clermont-Ferrand. Elle ne voulait plus jamais entendre parler de Paris, de Mathieu Delacour, de cette histoire qui la détruisait. Dans le TER qui l'emmenait vers l'Auvergne, elle regarda défiler la banlieue parisienne, puis la campagne française. Chaque kilomètre l'éloignait de son humiliation, mais aussi de la seule période heureuse qu'elle avait connue depuis des années. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu croire qu'un homme comme Mathieu pourrait réellement s'intéresser à elle? José avait raison, sa mère avait tort. L'amour ne surmontait pas tout. Il y avait des barrières sociales infranchissables et elle venait de s'y fracasser. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Élise, il faut qu'on se parle. » Ce que j'ai dit n'était pas... Elle supprima le message sans le finir et éteignit définitivement son téléphone. À Saint-Flour, sa mère l'attendait sur le quai de la petite gare. Brigitte Moreau avait vieilli en quelques semaines, mais son sourire était intact, ses bras ouverts, son amour inconditionnel. « Ma chérie », murmura-t-elle en la serrant contre elle. Élise éclata en sanglots. Tous les larmes qu'elle avait retenues depuis 48 heures, toute la douleur de l'humiliation publique, toute la rage de s'être fait avoir, tout s'évacua d'un coup dans les bras de sa mère. « Ramène-moi à la maison, maman », supplia-t-elle. « Je veux juste rentrer à la maison. » Ce soir-là, dans sa chambre d'enfance, Élise Moreau pleura la mort de ses rêves parisiens. Elle qui était partie conquérir la capitale, elle revenait vaincue, humiliée, brisée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à Paris, dans son bureau du 22e étage, Mathieu Delacour pleurait aussi. Il venait de sauver son empire en sacrifiant son cœur, et cette victoire avait un goût de cendre qui ne le quitterait plus. L'interview avait atteint son objectif. Les actions de la cour remontaient, les partenaires se rassuraient, les médias passaient à autre chose. Mais Mathieu avait perdu la seule chose qui donnait un sens à sa réussite, l'amour d'Élise Moreau. Et contrairement à ce que croyait sa mère, cet amour n'était pas un caprice passager. C'était le premier et le dernier amour vrai de sa vie, celui qu'il venait de détruire de ses propres mains pour conserver un trône qui lui semblait désormais dérisoire. La tragédie était consommée. Restait à savoir si elle était définitive. 6 mois s'écoulèrent. 6 mois pendant lesquels Élise Moreau reconstruit sa vie, loin des projecteurs parisiens, dans la douceur familière de l'Auvergne. Le scandale était retombé, remplacé par d'autres histoires croustillantes qui faisaient les délices de la presse people. Elle était redevenue anonyme, et c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Sa mère avait accueilli son retour sans poser de questions, se contentant de panser ses blessures avec la patience infinie de l'amour maternel. Brigitte Moreau voyait sa fille se reconstruire jour après jour, retrouver peu à peu sa fierté et sa force intérieure. « Tu es plus forte que tu ne le crois », lui avait-elle dit un soir d'avril, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis la terrasse de leur petite maison. « Cette épreuve t'a révélé à toi-même. » Élise avait d'abord survécu en aidant sa mère, reprenant son rôle d'aidante avec une dévotion renouvelée. Puis, peu à peu, elle avait recommencé à vivre.
Elle avait retrouvé du travail au café de Marcel, qui l'avait accueillie avec la bonhomie bourrue des gens du cru qui ne jugent pas. Elle avait renoué avec ses anciennes amies, redécouvert les plaisirs simples de la vie provinciale. Mais surtout, elle avait eu une idée. Cela avait commencé par hasard, en aidant Madame Durand, une voisine âgée, à nettoyer sa maison devenue trop lourde à entretenir. Élise avait utilisé des produits naturels, vinaigre blanc, bicarbonate, huiles essentielles, des recettes que lui avait enseignées sa grand-mère. Le résultat était impeccable, l'odeur agréable et surtout écologique. « Tu devrais monter une affaire avec ça », avait suggéré Marcel en la voyant nettoyer son café avec ses produits maison. Il y a de plus en plus de gens qui veulent du naturel. L'idée avait fait son chemin. Élise avait commencé par confectionner ses produits dans la cuisine de sa mère, d'abord pour elle-même, puis pour quelques voisines intéressées. Le bouche à oreille avait fonctionné. Bientôt, elle vendait ses créations sur le marché de Saint-Flour, puis dans les villages alentours. « Éclat naturel » avait-elle baptisé sa petite entreprise. Un clin d'œil ironique à sa précédente expérience dans le nettoyage, mais surtout un symbole de renaissance. Elle créait sa propre lumière, son propre éclat, loin des projecteurs parisiens. En septembre, elle avait pu louer un petit local dans le centre-ville de Saint-Flour. Rien de luxueux, 50 mètres carrés avec un atelier de fabrication et un coin vente. Mais c'était à elle, construit avec ses mains, ses idées, sa détermination. L'affaire prospérait modestement mais sûrement. Elle avait même embauché Marie-Claire, une jeune maman célibataire du village qui cherchait du travail. Ensemble, elles développaient de nouveaux produits, amélioraient les recettes, tissaient un réseau de distribution locale. « Tu sais », lui avait dit Marie-Claire un jour en étiquetant des flacons de lessive liquide à la lavande, « je n'ai jamais eu une patronne aussi humaine que toi. Tu nous traites vraiment comme des égales. »« Parce que nous le sommes », avait répondu Élise simplement. Cette expérience du pouvoir petit, certes, mais réel, lui avait appris quelque chose d'important. Elle comprenait maintenant la responsabilité qui pesait sur les épaules de ceux qui dirigent, l'angoisse des décisions difficiles, le poids des choix qui engagent d'autres vies que la sienne. Parfois, le soir, en fermant son atelier, elle repensait à Mathieu. 6 mois sans nouvelles, sans contact. Elle avait résisté à la tentation de chercher des informations sur lui sur Internet, de consulter les pages People pour savoir s'il avait refait sa vie. Cette période de sa vie était close, définitivement. Pourtant, certaines nuits, elle rêvait encore de lui, de ses yeux gris-bleus, de sa voix grave, de ses moments de complicité dans son bureau du 22e étage. Elle se réveillait alors avec une nostalgie douloureuse, mais qui s'estompait avec les premiers rayons du soleil auvergnat. « Tu ne l'aimes plus ?» lui avait demandé sa mère un jour, avec cette perspicacité que seuls possèdent les mères. « Je ne sais pas », avait avoué Élise. « Je crois que j'aime l'homme qu'il était avec moi. Mais cet homme-là n'existe peut-être pas vraiment, peut-être que je l'ai inventé. Ou peut-être qu'il n'a pas eu le courage d'être cet homme-là jusqu'au bout. » Cette réflexion avait hanté Élise. Mathieu avait-il été lâche ou simplement lucide? Avait-il eu tort de choisir son empire plutôt qu'elle? Elle n'arrivait plus à le détester complètement. La colère du début avait laissé place à une tristesse apaisée, teintée d'une compréhension qu'elle n'aurait jamais cru possible. En octobre, alors que l'automne dorait les paysages auvergnats, Élise reçut une visite inattendue. Marie-Claire vint la trouver dans l'atelier, l'air excité. « Élise, il y a quelqu'un qui te demande. Un homme, avec une voiture de luxe. Il dit qu'il vient de Paris. » Le cœur d'Élise s'emballa. Mathieu, après tout ce temps, elle sortit de l'atelier et découvrit effectivement une berline allemande garée devant son local. Mais ce n'était pas Mathieu qui en descendait. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégant, au visage avenant. « Mademoiselle Moreau, je suis Pierre Renaud, directeur commercial de Maison un Jardin. Nous sommes une chaîne de magasins spécialisés dans les produits naturels pour la maison. » Élise le regarda, stupéfaite. « J'ai entendu parler de vos produits par le biais d'une amie qui habite la région. J'ai testé votre lessive à la lavande. Elle est remarquable. Je suis venu vous proposer un partenariat. » « Un partenariat ? Nous aimerions distribuer vos produits dans nos 50 magasins en France.
Production en quantité industrielle, bien sûr, mais en gardant votre savoir-faire artisanal. Cela vous intéresse-t-il? Élise n'en croyait pas ses oreilles. En quelques minutes, sa petite affaire locale pouvait devenir une entreprise nationale. Il me faudrait du temps pour réfléchir, dit-elle prudemment. Bien sûr. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mademoiselle Moreau. Dans notre métier, nous rencontrons beaucoup d'entrepreneurs, mais il est rare de trouver quelqu'un qui allie qualité des produits et authenticité de la démarche. Vous avez quelque chose de spécial. Ce soir-là, Élise n'arriva pas à dormir. Non pas à cause de l'angoisse, mais à cause de l'excitation. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment vivante, portée par un projet qui lui appartenait entièrement. Elle était redevenue Élise Moreau, non plus l'ex de Delacour, mais la créatrice d'éclat naturel. Elle avait retrouvé sa fierté, son identité, sa force. Et pour la première fois depuis 6 mois, elle eut envie de partager cette joie avec quelqu'un. Sans vraiment s'en rendre compte, elle pensa à Mathieu. Pendant qu'Élise reconstruisait sa vie en Auvergne, Mathieu sombrait lentement dans une mélancolie qu'il n'arrivait plus à dissimuler. L'interview télévisée avait effectivement sauvé Delacour Industries. Les actions étaient remontées, les partenaires rassurés, les médias passaient à autre chose. Mais la victoire avait un goût de cendre. Chaque matin, en arrivant au bureau, il espérait secrètement voir Élise surgir de l'ascenseur avec son uniforme bleu et son sourire timide. Chaque soir, en travaillant tard, il guettait le bruit de ses pas dans le couloir, le parfum discret de ses produits d'entretien, sa présence rassurante qui donnait un sens à ses longues journées. Mais le 22e étage restait désespérément vide après 22 heures. Il avait essayé de la contacter, dizaines d'appels sur son téléphone coupé, messages sans réponse, lettres probablement jetées sans être ouvertes. Il avait même envoyé Pierre, son chauffeur, enquêter discrètement à Montreuil. L'appartement était vide. Élise avait disparu sans laisser d'adresse. Elle est retournée chez sa mère en Auvergne. Avait fini par lui apprendre José, le chef d'équipe, lors d'une conversation surprise dans l'ascenseur. Elle ne reviendra pas, monsieur Delacour. Pas après ce que vous avez dit à la télé. Je n'avais pas le choix, avait murmuré Mathieu. Non, on a toujours le choix, avait répondu le vieil homme avec une sagesse qui l'avait percuté. C'est juste que parfois, le bon choix coûte plus cher qu'on est prêt à payer. Ces mots l'avaient tenté pendant des semaines. José avait raison. Il avait fait le choix de la facilité, celui qui préservait son confort, son statut, son héritage. Mais à quel prix? Sa mère avait tenté de lui présenter d'autres femmes, des héritières, des femmes d'affaires, des aristocrates convenables. Il les recevait poliment, jouait le jeu des dîners mondains, mais son cœur n'y était plus. Aucune ne lui faisait oublier le regard noisette d'Élise. Aucune ne lui donnait envie de se confier, de baisser la garde, d'être simplement lui-même. « Tu finis par m'inquiéter ?» lui avait dit Colette Delacour un dimanche, dans le salon familial du 16e arrondissement. « Cette histoire est terminée depuis 6 mois, Mathieu. Il faut passer à autre chose. Et si je n'arrivais pas? Comment ça? Et si cette femme avait été la bonne? Et si j'avais laissé passer l'amour de ma vie pour conserver une entreprise qui, au final, ne me rend pas heureux? » Sa mère l'avait regardé avec une expression qu'il ne lui connaissait pas, un mélange de pitié et de compréhension douloureuse. « Mathieu, tu crois vraiment que ton père était heureux après avoir tout quitté pour cette femme? Tu crois qu'il ne regrettait pas, certains soirs, d'avoir tout sacrifié pour une passion qui n'a duré que 3 ans? » C'était la première fois qu'elle évoquait ouvertement l'histoire de son mari, Henri Delacour, qui avait failli détruire l'empire familial pour une actrice rencontrée à Cannes. Peut-être, avait avoué Mathieu, mais au moins, il avait essayé. Au moins, il avait eu le courage de ses sentiments. Et tu regrettes de ne pas avoir eu ce courage? Tous les jours, maman, tous les jours. Cette conversation avait marqué un tournant. Colette Delacour avait cessé de lui présenter des prétendantes, cessé de faire allusion à son célibat, comme si elle comprenait enfin que son fils portait une blessure qui ne se refermerait pas avec des distractions mondaines. En novembre, Mathieu avait pris une décision qui avait surpris tout son entourage. Il s'était inscrit à un MBA à Londres, programme exécutif d'1 an, pour approfondir ses connaissances en management international.
En réalité, il avait besoin de s'éloigner de Paris, de ces lieux qui lui rappelaient Élise à chaque coin de rue. Londres fut une parenthèse douloureuse mais nécessaire. Loin des regards parisiens, il put enfin laisser libre cours à sa mélancolie. Il passait ses week-ends à marcher dans Hyde Park, ses soirées dans des pubs anonymes où personne ne connaissait son nom. Pour la première fois de sa vie, il goûtait à l'anonymat. Et paradoxalement, cela lui rappelait les moments avec Élise. Ces instants où il pouvait être simplement un homme, pas un héritier. C'est à Londres qu'il reçut l'appel qui allait tout changer. « Monsieur Delacour, ici Pierre Renaud, de Maison en Jardin. Nous nous sommes rencontrés lors de la foire commerciale de Lyon l'année dernière. » Mathieu se souvenait vaguement de cet homme, directeur d'une chaîne de magasins spécialisée dans les produits naturels. « Que puis-je pour vous, monsieur Renaud ? En fait, c'est plutôt moi qui peux faire quelque chose pour vous. J'ai une information qui pourrait vous intéresser. Cela concerne une certaine Élise Moreau. » Le nom frappa Mathieu comme un coup de poing. Il faillit lâcher le téléphone. « Élise, vous la connaissez. Disons que nous sommes en affaires ensemble. Elle a monté une entreprise remarquable en Auvergne. Produits de nettoyage écologique, fabrication artisanale, qualité exceptionnelle. Nous venons de signer un contrat de distribution nationale. » Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. Élise, entrepreneur, Élise, qui dirigeait sa propre affaire. « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce que... » Renaud hésita. « Parce que j'ai été marqué par cette jeune femme, sa détermination, son authenticité, sa vision, et parce que j'ai lu dans la presse vos anciens liens. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être savoir qu'elle s'en sort très bien, mieux que bien, même. Où est-elle ? Saint-Flour. Elle a ouvert un petit atelier dans le centre-ville. Éclat naturel, ça s'appelle. Belle réussite. » Ce soir-là, Mathieu ne ferma pas l'œil. Élise avait créé sa propre entreprise. Elle dirigeait, elle décidait, elle construisait quelque chose avec ses mains, ses idées, sa volonté. Cette révélation le bouleversait plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il réalisa soudain à quel point il l'avait sous-estimée. Dans son esprit, elle était restée la petite femme de ménage fragile qu'il fallait protéger. Mais Élise s'était révélée plus forte que lui. Face à l'adversité, elle n'avait pas cédé aux pressions, elle avait reconstruit sa vie. Le week-end suivant, au lieu de prendre l'Eurostar pour Paris comme d'habitude, Mathieu loua une voiture et prit la route vers l'Auvergne. Il n'avait pas de plan, pas de discours préparé. Il voulait juste la voir, s'assurer qu'elle allait bien, peut-être s'excuser pour l'interview, peut-être aussi découvrir si, après tout ce temps, il restait quelque chose entre eux. Le voyage jusqu'à Saint-Flour lui prit 8 heures. 8 heures pour réfléchir, pour appréhender, pour espérer. Quand il aperçut les premiers panneaux indiquant la ville, son cœur se mit à battre comme celui d'un adolescent à son premier rendez-vous. Il était 16 heures quand il se gara devant une petite boutique du centre-ville. Sur la devanture, en lettres élégantes, il put lire « Éclat naturel, produit d'entretien écologique ». Dans la vitrine, des flacons colorés étaient disposés avec goût, accompagnés de plantes vertes et de tissus naturels. À travers la vitre, il l'aperçut. Élise était là, radieuse, en train d'expliquer quelque chose à une cliente. Elle portait un tablier artisanal sur une robe simple. Ses cheveux châtains étaient relevés en chignon désordonné et son visage exprimait une confiance qu'il ne lui connaissait pas. Elle avait changé. Elle rayonnait. Mathieu resta immobile sur le trottoir, n'osant pas entrer. Cette femme était-elle vraiment la même que celle qu'il avait connue 6 mois plus tôt ? Cet entrepreneur accompli était-elle la timide femme de ménage qui nettoyait son bureau en silence ? Oui, c'était bien elle, mais une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais pu exprimer dans l'ombre de son bureau parisien. Quand la cliente sortit, Élise leva les yeux et le vit. Leurs regards se rencontrèrent à travers la vitrine et le temps sembla suspendre son cours. Élise sentit ses jambes trembler. 6 mois. 6 mois sans nouvelles, sans un signe, sans un mot. Et maintenant, il était là, sur le trottoir de Saint-Flour, aussi élégant et intimidant que dans ses souvenirs, mais avec quelque chose de différent dans le regard, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas.
Elle posa lentement le flacon qu'elle tenait, s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers la porte. Chaque pas lui demandait un effort considérable. Que faisait-il ici? Que lui voulait-il après l'avoir humilié publiquement? Elle ouvrit la porte et ils se retrouvèrent face à face sur le seuil de sa boutique. Mathieu portait un jean sombre et un pull en cachemire gris, une tenue décontractée qui le rendait plus accessible que ses éternels costumes parisiens. « Bonjour, Élise » dit-il simplement. Mathieu. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le tutoiement était sorti naturellement, comme une barrière tombée. Plus question de « Monsieur de la Cour ». Ils avaient franchi ce stade depuis longtemps. Il hésita, passa une main dans ses cheveux. « Je voulais te voir, savoir comment tu allais. Comme tu peux le constater, je vais très bien. » Il y avait une froideur dans sa voix qu'Élise ne se connaissait pas. 6 mois de reconstruction avaient forgé une carapace qu'elle ne pensait pas posséder. « Ton magasin est magnifique, » dit-il en regardant autour de lui. « Pierre Renaud m'a dit que tu avais monté ta propre entreprise. Je suis impressionné. » Pierre Renaud. Élise fronça les sourcils. « Tu le connais ? Nous nous sommes croisés dans des salons professionnels. Il m'a appelé pour me parler de ton succès. » Élise comprit soudain. « C'est lui qui t'a donné mon adresse. Il pensait que cela m'intéresserait de savoir que tu t'en sortais bien. Il avait raison. » Un silence pesant s'installa entre eux. Des clients potentiels s'arrêtaient devant la vitrine, curieux de voir cet homme élégant qui semblait connaître la propriétaire. Dans une petite ville comme Saint-Flour, tout se remarquait. « Tu veux qu'on aille quelque part pour parler ?» suggéra Mathieu. « Je n'ai rien à te dire. »« Moi, si. » Élise hésita. Une partie d'elle avait envie de le renvoyer, de lui faire payer l'humiliation qu'elle avait subie. Mais une autre partie, celle qui l'avait aimé, brûlait de savoir ce qu'il était venu faire ici. « Marie-Claire » appela-t-elle vers l'arrière-boutique. « Tu peux t'occuper de la vente? Je reviens dans 1 heure. » Elle retira son tablier, prit sa veste et sortit sans regarder Mathieu. « Suis-moi » dit-elle simplement. Elle l'emmena au café de la Poste, un établissement rustique où Marcel servait toujours le même café au comptoir et où les habitués jouaient aux cartes en commentant les nouvelles locales. L'arrivée d'Élise accompagnée d'un inconnu en costume cher fit sensation. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Marcel apporta 2 cafés sans qu'on les lui demande, avec ce sourire complice qu'il réservait à Élise depuis son retour. « Alors » dit-elle quand ils furent seuls, « qu'est-ce que tu veux ?» Mathieu but une gorgée de café, grimaça légèrement. Le breuvage de Marcel n'avait rien à voir avec les expressos de son bureau parisien. Puis la regarda droit dans les yeux. « Je veux m'excuser. Pour l'interview, pour ce que j'ai dit, pour t'avoir fait passer pour ce que tu n'étais pas. » Élise sentit sa colère remonter, intacte après 6 mois. Une opportuniste, une croqueuse de diamants, une aventure sans lendemain. Je n'avais pas le choix, Élise. Ma famille, le conseil d'administration, les actionnaires, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Tu avais le choix. Elle avait haussé le ton et quelques têtes se tournèrent vers eux. Elle baissa la voix, mais l'intensité resta. Tu pouvais dire la vérité. Tu pouvais expliquer que nous nous aimions. Mais perdre l'entreprise, voir 15 000 employés au chômage, détruire l'œuvre de toute une vie, et alors? Élise se pencha vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Moi, j'ai tout perdu, Mathieu. Mon travail, ma dignité, ma réputation. J'ai dû fuir Paris comme une criminelle. Mais j'ai survécu. J'ai reconstruit. Tu aurais pu faire pareil. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas souffert? J'en sais rien. Hein. Je ne sais plus rien de toi. L'homme que j'ai connu n'aurait jamais fait ça. » Mathieu baissa les yeux, touché au cœur. « Cet homme, il existe toujours. Il a juste eu peur. Peur de quoi? De perdre ton argent? Tes privilèges? Peur de reproduire les erreurs de mon père. » Sa voix se fit plus douce, plus intime. « Mon père a tout quitté pour une femme qu'il aimait. Cela a failli détruire l'entreprise, ruiner des milliers de familles. Et cette femme, elle l'a quitté au bout de 3 ans. Il est mort seul, amer, hanté par ses remords. » Élise ne s'attendait pas à cette confidence. Elle voyait la douleur dans ses yeux, comprenait mieux ses motivations. « Je ne suis pas la maîtresse de ton père, » dit-elle doucement. « Je sais, maintenant je sais, mais à l'époque, j'ai eu peur que l'histoire se répète. Et maintenant ?»
Mathieu la regarda longuement, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau en elle. Maintenant, je vois une femme qui a réussi sans moi, qui a créé sa propre entreprise, qui emploie du personnel, qui prend des décisions. Tu n'as plus besoin de personne, Élise. Tu es devenue ton égale? Il sourit tristement. Peut-être même plus que cela. Tu as fait quelque chose que je n'ai jamais su faire. Tu as construit quelque chose à partir de rien. Moi, j'ai juste hérité. Cette reconnaissance la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourquoi es-tu venu, Mathieu? Vraiment? Il hésita longuement avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. Parce que je t'aime toujours. Parce que pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Parce que j'ai réalisé que sauver mon entreprise ne servait à rien si je n'avais personne avec qui partager ma réussite. Ces mots touchèrent Élise en plein cœur, mais elle ne céda pas. Et tu crois qu'il suffit de venir ici, de dire quelques mots gentils, et que je vais tout oublier? Non, je ne crois rien. Je ne demande rien. Je voulais juste, il chercha ses mots, je voulais juste que tu saches que ce que j'ai dit à la télé, c'était un mensonge, la plus grosse erreur de ma vie, et que si je pouvais revenir en arrière, mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ils restèrent silencieux un long moment, buvant leur café tiède, perdus dans leurs pensées. Autour d'eux, la vie du café continuait. Marcel, qui servait ses habitués, les anciens qui commentaient le match de rugby, l'atmosphère chaleureuse et sans prétention qui avait aidé Élise à guérir. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit-elle finalement. « Non, ce n'est pas l'humiliation publique, ce n'est pas d'avoir perdu mon travail. C'est d'avoir découvert que l'homme dont j'étais tombée amoureuse n'existait pas vraiment. » Mathieu accusa le coup. « Il existe, murmura-t-il. Il est là, devant toi. Il a juste mis du temps à trouver le courage d'exister vraiment. » Élise le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la vérité de ses paroles. « Il est trop tard, Mathieu, » dit-elle enfin. « Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Moi, j'ai appris à vivre sans toi. Et toi, tu as choisi ton monde. » Elle se leva, posa quelques euros sur la table. « Merci d'être venu, merci de t'être excusé. Mais maintenant, rentre chez toi, retourne à ta vie. Moi, j'ai la mienne. » Elle se dirigea vers la sortie, mais sa voix l'arrêta. « Élise », elle se retourna. « Je sais que c'est trop tard, je sais que j'ai tout gâché, mais sache que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et que te perdre restera la plus grande erreur de ma vie. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne céda pas. « Au revoir, Mathieu. » Et elle sortit, le laissant seul face à son café froid et à ses remords. 3 mois s'écoulèrent après la visite de Mathieu. 3 mois pendant lesquels Élise s'efforça d'oublier cette conversation au café de la Poste, ces excuses qu'elle avait attendues si longtemps, ce regard vulnérable qu'elle avait découvert dans ses yeux. Son affaire prospérait. Le partenariat avec Maison & Jardin avait ouvert de nouveaux horizons, commande nationale, développement de nouvelles gammes, embauche de 3 employés supplémentaires. Éclat naturel était devenu une petite réussite locale dont Saint-Flour était fier. Mais malgré ce succès, malgré les félicitations et les projets d'avenir, Élise sentait un vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Les mots de Mathieu résonnaient encore en elle. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Un matin de février, Marie-Claire lui apporta le courrier avec un sourire mystérieux. « Il y a une lettre bizarre pour toi, pas d'expéditeur, mais un cachet de la poste parisien. » Élise reconnut immédiatement l'écriture élégante sur l'enveloppe. Son cœur s'emballa, mais elle glissa la lettre dans sa poche sans l'ouvrir. Pas maintenant, pas devant les autres. Ce ne fut qu'en rentrant chez elle, dans la cuisine de sa mère qui préparait le dîner, qu'elle se décida enfin à décacheter l'enveloppe. La lettre était longue, écrite à la main sur du papier à en-tête personnel. « Chère Élise, je ne sais pas si vous lirez cette lettre, mais j'ai besoin de vous écrire. 3 mois ont passé depuis notre conversation à Saint-Flour, et pas un jour ne s'est écoulé sans que je repense à vos mots. Vous aviez raison sur toute la ligne. J'ai été lâche, j'ai choisi la facilité, j'ai préservé mon confort au détriment de ce qui comptait vraiment. Mais je voulais vous dire que cette rencontre m'a changé. Voir la femme extraordinaire que vous êtes devenue, comprendre votre force, votre indépendance, cela m'a donné une leçon d'humilité dont j'avais besoin. J'ai pris une décision qui vous surprendra peut-être.
J'ai démissionné de mon poste de PDG de Delacour Industries. Ma mère était furieuse, le conseil d'administration scandalisé, mais c'était nécessaire. Mon cousin Guillaume prendra la succession. Il en rêvait depuis des années, et il fera un excellent dirigeant. Moi, j'ai créé ma propre structure, une société d'investissement spécialisée dans les entreprises éthiques et durables. Plus petit, plus humain, plus en accord avec mes valeurs. J'investis maintenant dans des projets qui ont du sens, pas seulement dans ceux qui rapportent. Je ne vous écris pas pour vous reconquérir, Élise. Je respecte votre choix et votre nouvelle vie. Je vous écris juste pour vous dire merci. Merci de m'avoir montré qu'on pouvait être heureux autrement. Merci de m'avoir appris le courage. Si un jour vous passez par Paris et que vous avez envie de prendre un café, sans arrière-pensée, juste en ami, vous savez où me trouver. Avec toute mon admiration et mon affection, Mathieu PS. J'ai lu dans Challenge que Éclat Naturel était sélectionné pour le prix de la jeune entreprise innovante. Félicitations. Vous le méritez plus que quiconque. Élise relut la lettre 3 fois, émue malgré elle. Mathieu avait quitté l'empire familial. Lui qui n'avait vécu que pour Delacour Industries, cette décision avait dû lui coûter énormément. « Bonne nouvelle ?» demanda sa mère en la voyant pensive. « Je ne sais pas, maman. Compliqué, plutôt. » L'homme de Paris. Élise hocha la tête. Sa mère s'assit à côté d'elle, lut la lettre par-dessus son épaule. « Il a l'air d'avoir compris ses erreurs », constata Brigitte Moreau. « Peut-être. Ou peut-être qu'il dit ce qu'il faut pour me récupérer. Élise, ma chérie, regarde-toi. Tu es propriétaire de ton entreprise. Tu emploies 6 personnes. Tu as des projets plein la tête. Tu n'as plus besoin de personne. Si cet homme veut revenir dans ta vie, ce ne peut plus être pour te sauver, c'est pour partager quelque chose avec toi. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Élise. Sa mère avait raison, elle n'était plus la femme fragile qui avait besoin d'être protégée. Elle était devenue l'égale de Mathieu, capable de faire ses propres choix en toute indépendance. 2 semaines plus tard, elle dut se rendre à Paris pour la cérémonie de remise du prix de la jeune entreprise innovante. Éclat Naturel avait non seulement été sélectionné, mais avait remporté le premier prix de sa catégorie. Sur la scène du Palais des Congrès, tenant son trophée devant des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs, Élise Moreau était fière. Fière du chemin parcouru, fière de ses employés qui l'applaudissaient dans la salle, fière d'avoir prouvé qu'on pouvait réussir en restant fidèle à ses valeurs. Après la cérémonie, au cocktail de réception, elle cherchait Marie-Claire dans la foule quand une voix familière l'interpella. « Félicitations !» Elle se retourna. Mathieu était là, élégant dans un costume sombre, mais avec quelque chose de différent dans son attitude. Il semblait plus détendu, moins tendu, comme libéré d'un poids. « Mathieu, tu étais là ? J'étais dans le jury. Ma nouvelle société était partenaire de l'événement. » Il sourit. « J'ai voté pour vous, évidemment. » « Évidemment, votre dossier était le meilleur, de loin. Innovation, impact social, développement durable, vous cochez toutes les cases. » Ils étaient gênés, comme 2 anciens amants qui se retrouvent après des années et ne savent plus sur quel pied danser. « Tu veux qu'on aille prendre ce café ?» proposa-t-elle impulsivement. Il eut l'air surpris puis sourit, ce sourire rare qui transformait son visage. Avec plaisir. Ils trouvèrent un bistrot tranquille, près de la porte Maillot. Loin des fastes parisiens, dans ce petit établissement anonyme, ils retrouvèrent quelque chose de leur ancienne complicité. « Tu as vraiment quitté Delacour Industries ?» demanda Élise. « Définitivement. Ma mère ne m'adresse plus la parole. Mais mon cousin Guillaume est aux anges. Et moi, » il hésita. « Moi, je dors mieux la nuit. Tu ne regrettes pas ? Pas une seconde. Pour la première fois de ma vie, je fais ce qui me plaît vraiment. J'investis dans des projets comme le vôtre. Je soutiens des entrepreneurs qui veulent changer les choses. C'est plus passionnant que tous les conseils d'administration du monde. » Il la regarda intensément. « Vous m'avez appris quelque chose d'essentiel, Élise. Que le succès sans bonheur ne vaut rien. Que l'argent sans amour est vide. Que le pouvoir sans sens est dérisoire. Et maintenant ? Maintenant, je réapprends à vivre, comme vous l'avez fait. » Ils parlèrent pendant 2 heures, de leurs projets respectifs, de leurs rêves, de leurs peurs. Élise découvrait un Mathieu libéré, authentique, enfin réconcilié avec lui-même.
et lui redécouvrait cette femme extraordinaire dont il était tombé amoureux, mais magnifié par la réussite et la confiance en elle. « J'aimerais vous revoir, dit-il, quand ils se levèrent pour partir. Comme ami, pour commencer, oui, si vous acceptez de me laisser cette chance. » Élise le regarda longuement. Cet homme avait été son premier amour, sa première blessure, mais aussi celui qui l'avait révélée à elle-même. Sans lui, sans cette épreuve, serait-elle devenue la femme qu'elle était aujourd'hui? Une chance, dit-elle finalement. Juste une. Son sourire illumina tout son visage. Ce sera la bonne, promit-il. 6 mois plus tard, Mathieu et Élise inauguraient ensemble un nouveau projet, un incubateur d'entreprises sociales et écologiques, à mi-chemin entre Paris et Saint-Flour. Elle apportait son expertise en développement durable, lui son réseau et ses capitaux. Et quelque part entre les réunions de travail et les promenades dans la campagne auvergnate, quelque chose de nouveau naissait entre eux. Plus fort que leur premier amour, car bâti sur l'égalité, le respect mutuel et la connaissance vraie de leurs forces et de leurs faiblesses. L'homme qui n'aimait pas les femmes avait appris à aimer vraiment. Et la fille de Saint-Flour avait découvert qu'elle pouvait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Leur histoire avait commencé par un malentendu, s'était brisée sur un mensonge, mais renaissait sur la vérité. Et cette fois, personne ne pourrait la détruire.